En retard, Christelle, merci. Christelle, tu restes en backup, hein. Bonjour Bruno. Bonjour. C'est Thomas, hein. Attendez. Thomas, c'est votre prénom? J'ai un affreux doute là. C'est Olivier, mon prénom. Et c'est Thomas, votre nom? Théoema, ouais. Excusez-moi, c'est bien ce qui me semblait. J'ai l'habitude. Ravi. Et donc, monsieur Thomas ou Olivier, si vous me permettez. Olivier, ça ira très bien. On n'a pas eu l'occasion d'échanger en direct, hein, il ne me semble pas, mais c'est ça aussi le vrai Ségur de la santé, c'est que c'est un travail d'équipe. Et donc, vous avez été sollicité par les membres du collectif pour nous parler d'un sujet que vous maîtrisez. Alors, je ne veux pas du tout piquer le truc de Christelle, hein, qui avait bien commencé. Je me permets juste un petit mot d'intro. C'est vrai qu'aujourd'hui, on avait envie encore d'écouter un expert en santé environnementale et des impacts que cela doit avoir dans l'organisation des établissements de santé de demain, d'une part. Et quand on dit organisation des établissements de santé de demain, eh ben, Bruno Caron, on a eu des longs échanges ensemble. Et même si ce n'est pas un soignant et qu'il n'a pas de passé de soignant, lui, c'est plutôt un usager du soin, un patient potentiel, même si je l'espère en bonne santé. Par contre, il a un regard très intéressant qui concernera la logistique, la méthodologie. Vous savez, tout ce qu'on demande aux soignants de travailler, les études de flux, les parcours de soins. Et Bruno Caron, il aura quelques idées là-dessus qui me semblent très pertinents et il nous a semblé vraiment intéressant d'avoir vos deux points de vue. Alors, moi, Olivier, je vous passe la parole, Olivier. Expliquez-nous en quoi, dans l'organisation du système de santé de demain, il faut modifier les choses et comment, de telle manière à vraiment vampiriser le système santé par la préoccupation écologique ou en tout cas environnementale. Je vous laisse la parole et puis on se fait des petits tours de table comme ça successifs. 5 minutes, 10 minutes avant, on essaiera de faire une synthèse de vos propositions et les 10 dernières minutes, on essaiera de récupérer les questions de la salle s'il y en a. Voilà, je vous laisse la parole. Olivier. Merci beaucoup. Déjà, de votre initiative et puis deux, de me donner la parole. Pour cet exercice qui est quand même une patate chaude, il faut être clair, parce qu'il y a tant de choses à dire. Et je vais essayer de structurer ma pensée et ce que je vais vous raconter pour que vous en reteniez les choses importantes. Et puis, j'ai écrit juste un recto. Je vous verrai par après pour le temps de vous dire, mais ça tient dans un recto verso. En termes de propositions, c'est très structuré. Un des premiers éléments, à mon avis, à retenir, c'est que dans la santé, on a un problème, c'est-à-dire qu'on est sur une politique de court-termisme absolu, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de budget à long terme. Aujourd'hui, un hôpital en France ne connaît pas son tarif pour 2022. Donc, je ne vois pas comment, pour avoir moi-même dirigé des établissements de santé pendant 20 ans, je ne vois pas comment il est possible de structurer sur de long terme le développement de projets, quelle que soit la nature du projet, si on n'a pas de budget sur le long terme. Aujourd'hui, on est capable d'aller sur Mars en 2050 et de le planifier et de le financer. Aujourd'hui, on n'est pas foutu de connaître notre budget pour 2022. Donc, ça, c'est le premier problème. On n'a pas de vision à long terme, pas de budget. En clair, je vais le dire autrement. En réalité, il n'y a pas de politique de santé. Il y a une politique budgétaire de restriction. C'est pour ça qu'on la situation en France de confinement, parce qu'on a fermé tellement de lits dans notre pays avec une population qui augmente, qui vieillit, qu'on n'a pas pu assurer ou qu'on a eu peur de ne pas pouvoir assurer. Donc, dans la mesure où il n'y a pas cette vision à long terme, il n'y a pas de budget à long terme, eh bien, le système est absolument impilotable. Et c'est le cas aujourd'hui, puisque aujourd'hui, en réalité, il n'y a rien qui est piloté sur le long terme. Donc, le premier Olivier, sujet, je me permets une mini-remarque question, mais pour aller dans votre sens, comment ça s'appelle ça, si on voulait l'instaurer? Ça veut dire une projection budgétaire sur 5 à 10 ans pour les établissements? C'est comme ça qu'on pourrait appeler ça? On parlerait de budget pluriannuel. D'accord. Voilà. Je veux développer à l'échelle de mon territoire la prise en compte des soins palliatifs, ce qui est un vrai sujet dans le pays. Alors, je peux citer 50 sujets. Si je vous prends celui-là, eh ben, pour créer des unités de soins palliatifs, il faut former des gens, les recruter, il faut créer des bâtiments, il faut créer des équipes mobiles, il faut créer de l'HAD, il faut créer des services dans les cliniques et les hôpitaux. Tout ça, c'est un projet à 5 ans. Par le plus petit bout. Mais il n'existe pas de budget pluriannuel. Il existe même, c'est pire, des subventions. Alors ça, c'est vraiment le truc incroyable. Il existe des subventions qui ne sont pas forcément reconductibles. C'est-à-dire que vous créez un projet, on vous dit, ben voilà, pour l'année prochaine, vous avez besoin, je dis n'importe quoi, de 400 000 € pour créer un nouveau service, un nouveau chantier. Ben, vous l'avez pour cette année, mais vous n'êtes pas sûr de l'avoir pour les années qui suivent. Donc, pardon, mais
quelle entreprise au monde fonctionne comme ça? Enfin, il n'y en a pas. Je veux dire, ça n'est pas possible de fonctionner comme ça. Et pourtant, ça fonctionne comme ça. Donc, il faut en effet inventer un système de budget pluriannuel avec une vision à long terme. En clair, je veux améliorer la prise en charge des soins palliatifs dans mon pays ou dans mon territoire. J'ai tant de lits, j'en ai besoin de temps. J'ai tant de professionnels, j'en ai besoin de temps. J'ai ou pas des services d'HAD, parce qu'à mon avis, le soin palliatif, ce n'est pas en établissement, c'est à la maison, avec la famille, mais avec un suivi qui gère la douleur, le confort, etc. Mais pas piloté. Donc, il n'y a pas de pilote, il n'y a pas de projet, il ne se passe rien. Voilà. Et sur ces sujets-là, je peux vous en parler depuis 20 ans, ça ne bouge pas. C'est très intéressant ce que vous dites là, parce qu'on est en train d'essayer péniblement de monter une session économie de la santé. Et je pense que vous serez d'ailleurs sollicité, puisque votre profil est vraiment parfait. Et en fait, là, vous nous apportez quand même des vraies solutions, quand même un peu macro, mais de logique économique également. Hein. Parce que quand on dit qu'il faut être capable de financer ce qu'on veut faire, là, vous mettez le doigt quand même sur un dysfonctionnement de vision économique. Je vous rends la parole tout de suite. Il y a Bruno qui veut intervenir. Oui, je voudrais intervenir parce que je suis complètement d'accord avec ce que vous dites et on va passer à un… Je vais être extrêmement provocateur, vous m'en excuserez si ça vous choque. La santé, les dépenses de santé en France sont les dépenses les plus importantes d'Europe avec des soignants les moins bien payés. Hein, c'est l'équation là. Et une des raisons, on va en voir d'autres, une des raisons, c'est ce que vous dites. On ne peut pas faire, si on n'a pas de budget, de toute façon, on n'a pas fait le travail qu'il fallait pour savoir où on mettait les trucs. Donc, par contre, et vous l'avez bien dit, c'est le tonneau des Danaïdes. Si vous multipliez par 2 le budget, enfin, ce qu'on met à la santé, hein, toute autre chose égale par ailleurs, ça va partir dans les flux, hein, dans la Seine. Hein. Ça ne sert à rien. Je vous laisse, on en reparle après du reste. Mais la santé. Alors, il y a deux autres ministères qui sont dans le même cas. L'éducation nationale, où on paye le plus, ça nous coûte le plus cher d'Europe, et on a les enseignants les moins bien payés, avec une efficience lamentable, ce qui est d'une logique parfaite. Et la troisième, c'est le troisième budget de l'État, l'armée, où on a le même budget que l'armée russe, et on a 3 fois moins de chars, 3 fois moins d'avions, 3 fois moins de bateaux. Et le citoyen que je suis peut se permettre de poser la question, où passe l'argent? Où est passé mon argent, s'il vous plaît? Vous donnez une partie de la réponse quand vous dites, d'abord, il faut un budget, et dans des trucs comme ça, il faut des budgets pluriannuels. Je suis même gêné de venir pour vous dire ça. Hein, parce que c'est… On va dire pire. On va dire pire. Ah oui, c'est clair, mais là, je suis gêné de vous dire ça parce que ça n'est que du basique. Hein, voilà. Autre exemple que je peux vous citer pour illustrer ce que je vous raconte, je ne sais pas si vous savez quelle est la première cause de mortalité des personnes âgées dans notre pays. C'était le même sujet. Ouais, la chute. C'est le même sujet. Ouais. C'était le même sujet il y a 30 ans. Et je m'étais amusé à mettre en place, il y a 30 ans, dans les établissements que je dirigeais, un poste d'infirmière conseil à mi-temps. Ce n'était pas le budget qui plombait l'établissement. Et cette infirmière avait un job qui était que tous les patients âgés qui repartaient chez moi, à risque quand je reviens à la maison, quand j'ai des béquilles ou quand j'arrive, je suis encore plus à risque quand je suis valide. Eh bien, son job, c'était de ramener les gens à l'accueil sur le chemin, c'était d'expliquer les éco-gestes à faire à la maison. Et les trucs basiques, hein, c'est je colle le tapis, j'enlève le fil de l'interrupteur, je mets la barre au WC. Enfin, faut pas avoir fait l'ENA et Sciences Po pour inventer ce qu'on a inventé. Olivier, ouais. Ils viennent de lancer un plan chute là. Aujourd'hui, ouais, c'est super. C'est marrant. Ouais, c'est marrant, c'est génial. Eh bien, nous, ça fait maintenant 5 ans que dans les établissements qu'on accompagne, on a créé un livret pour le personnel que l'on donne complètement gratuitement. Je ne vends rien, je vous le donne si vous voulez, avec les éco-gestes. C'est-à-dire qu'on a des établissements qui s'engagent à faire en sorte que 100% des patients qui repartent avec un livret qui explique aux familles, aux parents, aux enfants, eh bien, ces petits gestes. Mais là-dessus, il n'y a pas de budget. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'il y a dans le plan anti-chute qui est sorti hier. Ce n'est pas une question de pognon. Le problème de la santé, c'est du fait qu'il n'y a personne qui réfléchit et qu'il n'y a pas de pilote. On met tout sous l'angle du… Olivier, attendez, Olivier, écoutez-moi, on a un mini problème. Vous êtes régulièrement interrompu dans le son. Est-ce que vous acceptez, désolé, vous êtes aussi agréable à regarder, mais coupez la vidéo, ça devrait rétablir le débit pour le son. Parce que comme ça, on fait au moins un test. Voilà. Oui.
Pardon, je suis désolé. Moi, je vous entends Non, non, très c'est bien. pas grave, c'est pas grave, ça J'avais nous pas la arrive souvent. conscience, j'avais pas la conscience que ça coupait, donc j'espère que ça va mieux. Autre exemple de budget qui pourrait être génial, j'adore ce sujet, c'est l'amblyopie chez les nouveau-nés. Alors, vous êtes médecin, vous devez connaître un peu le sujet, mais il faut savoir que l'amblyopie chez le nouveau-né, ça touche 14 enfants sur 1000 naissances dans notre pays, et elle est juste pas dépistée. Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs ministres de la Santé il y a quelques années, puisque j'avais fait une opération pilote sur la ville de Béziers, où on a fait un test avec l'hôpital, la maternité de l'hôpital et la maternité que je dirigeais, et en accord avec la Sécu avait payé le test d'amblyopie sur 3000 naissances. Ah, bingo, 3000 naissances, on trouve 3 fois 14 enfants, grosso modo un peu plus d'une trentaine, qui sont atteints d'amblyopie, et ça se mesure à 9 mois. Donc l'action extraordinaire qu'on avait montée, c'était d'écrire aux gens au 9e mois pour leur dire, hop, pensez à faire un dépistage de l'amblyopie, c'est tout, puisque c'est pris en charge par l'assurance maladie. Donc le seul job dont je vous parle serait de systématiser ce dépistage. Quel est le résultat? Eh bien, si à 9 mois, vous systématisez le dépistage, vous avez 100% de réussite sur la rééducation, c'est-à-dire ces gamins-là, 14 enfants sur 1000, c'est monstrueux, ça fait 1,4% de la population qui est embryon. Ça veut dire trouble de l'apprentissage qu'on découvre en CP, trouble de l'équilibre, on pense que le gamin est taré, il arrive juste, il ne voit pas. Et la rééducation à partir de à peu près 36 mois n'est plus possible, c'est-à-dire qu'il faut bander l'œil qui va bien. Donc, c'est possible à 9 mois, 100% de réussite. C'est possible encore à 24 mois, 50% de réussite. Au-delà, c'est mort. Olivier, J'ai rencontré… Oui. Oui, non, allez-y, je vous laisse finir. Non, j'ai simplement rencontré plusieurs ministres de la Santé pour leur expliquer ça, leur disant que si on investissait dans ce dépistage à 36 € par enfant systématiquement, fois 800 000 naissances, on éviterait à 1,4% de la population d'avoir des lunettes. Mais sur cette phrase-là, je n'ai pas un interlocuteur qui me réponde. Pourquoi? Parce qu'il faudrait un budget pluriannuel de se dire, OK, on y va sur 10 ans, on mesure si ce que vous racontez, c'est des conneries ou pas, on va voir à l'étranger si ça a été fait ou pas, ce qui a été fait. Donc, encore une fois, c'est pour illustrer l'idée de il n'y a pas de politique et de vision à long terme. Puisque ce n'est pas le cas, il n'est pas possible de faire ce genre d'expérimentation. Olivier, ma question c'était, on est vraiment dans le vif du sujet là, c'est vachement intéressant, merci, c'est d'une pertinence incroyable. Quels sont d'après vous, alors vous avez dit que vous avez rencontré des ministres, quels sont d'après vous les obstacles? Alors on pourrait élargir votre sujet à la prévention plus globale sur d'autres sujets, et vous aviez dit que vous avez d'autres sujets, je pense qu'il y a plein d'autres sujets, parce que dans votre raisonnement, on peut mettre l'alimentation, l'obésité, on peut mettre plein de choses. Quels sont les obstacles, en dehors de l'absence de plan pluriannuel, les obstacles à une branche, et ça fait plusieurs fois qu'on pose cette question-là dans le cadre des auditions, quel est l'obstacle à une branche prévention de la santé dans le cadre du ministère de la Santé, dont ce serait la mission de garantir, avec des hauts fonctionnaires qui, eux, ne subissent pas l'alternance politique, de garantir la pérennité de ça. C'est quoi les obstacles? C'est l'argent? Il n'y en a qu'un. Non, il n'y a pas de problème d'argent. Il y a trop d'argent dans la santé. Il est mal utilisé. Le seul obstacle, c'est qu'il n'y a pas de vision. Depuis que je suis dans la santé, je n'ai pas rencontré un ministre de la Santé, un homme ou une femme, de droite, de gauche, de ce que vous voulez. Je fais pas, en aucun cas, je fais de la politique quand je vous parle de ça. Il n'y a pas de vision. J'aimerais qu'on ait la politique de santé à 2050, même pas 2030. 2030, c'est demain matin. Non, quelle est la politique de santé de notre pays à 2050? Est-ce qu'on a des territoires de santé? Est-ce qu'on a une action de prévention? Est-ce qu'il est normal que dans toutes les maternités, les crèches et les écoles, je trouve des perturbateurs endocriniens partout? Est-ce qu'il est normal que les professionnels de santé, je vais y revenir parce que je vais insister là-dessus, ne soient pas formés à ce que je vous raconte là? Non. Donc, dans la mesure où il n'y a pas de vision, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de budget. On est sur une vision court-termisme. Voilà, je suis ministre de la Santé, dirigé par Bercy. J'ai un budget de temps à ne pas dépasser. Donc, ma stratégie, c'est, et depuis des années, la droite et la gauche, c'est je réduis l'offre de santé, je vais réduire les dépenses. Il n'y a pas de vision. Est-ce que ça vous choque, Olivier, si moi je prétends que là, mais de toute façon, ça c'est des choses qui tournent en boucle dans ma tête, on met là le problème, on met le doigt sur le problème de sujet décisif pour nos vies à nous, de simples êtres humains, et carrière politique. Parce qu'en fait, la carrière politique est forcément court-termiste et mes actions à court terme vont peut-être me permettre d'accéder à un poste derrière. Et finalement, l'intérêt individuel primaire de l'administré de base passe après. Ce qui importe, c'est ma carrière. Je ne suis pas anti-politique, mais je me pose la question, quand vous le dites bien, s'il faut un plan à 20 ans, on sait très bien que le ministre de la Santé d'aujourd'hui, dans 20 ans, ce ne sera plus lui. Or, lui, il a quand même besoin d'avancer dans sa carrière. Ça pose le problème. Alors moi, je crois qu'on pourrait garder les carrières des politiques, mais il faut absolument qu'à côté d'eux, il y ait des experts solides, reconnus, qui, eux, ont une vision un peu plus large. Ouais. Bon, Olivier, est-ce qu'on peut passer la parole à Bruno?
Oui, oui, bien sûr. Bon, Bruno, je vous laisse rebondir. Vous avez carte blanche, je vous l'avais dit. Je vais essayer de reboucler sur ce que dit Olivier. Je vais partir basique. Hein. Si vous regardez un hôpital, comme j'ai pu l'observer, l'hôpital aujourd'hui, sur le terrain, alors il lui manque deux fonctions fondamentales pour faire marcher des hommes autour d'un sujet. Il manque la première fonction qui est la fonction logistique. Un hôpital, c'est des flux. C'est d'abord des flux. Et c'est même pire que dans une usine, il y a plus de flux. J'ai échangé récemment avec certains de mes anciens collègues et collaborateurs qui sont directeurs logistiques dans des boîtes. Tous ceux qui ont mis les pieds à l'hôpital disent la même chose. Vous avez, je ne sais pas, il y a des milliers de gens qui travaillent dans un hôpital, c'est combien de personnes? 1500, 1000, 2000, etc. Et vous avez combien de logisticiens? Quelquefois, il y a quelqu'un qui pousse quelques pièces, hein, mais c'est dans une usine de 400 personnes, vous avez 30 personnes qui s'occupent de la logistique. Le patron de la logistique, c'est le numéro 2 de l'usine, quasiment. C'est fondamental. Il devrait y avoir devant le bureau du directeur de l'hôpital ce qu'on appelle le mapping des flux. J'ai posé la question à certains des professeurs qui m'ont opéré, etc. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un mapping des flux. Ils ne risquent pas, c'est normal. Ce n'est pas leur métier. Ce n'est pas au médecin de faire un mapping des flux. Ça s'appelle des parcours de soins. Ça s'appelle des parcours de soins qu'on demande aux soignants de faire. Mais il n'y a pas que le parcours du soin, il y a plein de choses. Il y a le suivi de l'information de la rentrée, les informations en entrée et en sortie, les médicaments et la gestion des médicaments. Écoutez, j'ai un de mes patrons qui s'est cassé, il part en retraite, il se casse la gueule à Varsovie, il a été rapatrié, il se retrouve dans son hôpital à Lyon et il voit, donc cassé en petits morceaux, donc bon. Et il regarde quand même, c'est un spécialiste industriel, il regarde les infirmières s'occuper devant un immense frigidaire des commandes sur les produits. Hallucinant. Attendez, je ne savais pas que les infirmières avaient fait un diplôme de docteur en logistique. Parce que les produits, et elles en parlaient, elles étaient embêtées d'ailleurs, hein, parce que c'était des produits extrêmement chers avec les limites de péremption, etc. Comment peut-on... Ces Zola ou le Néandertal. C'est normal qu'on dépense des milliards. Je rajoute à ce que... Ça, c'est le premier point. Deuxième point sur l'hôpital, il manque fondamentalement des méthodistes. Je suis outré, quand je suis dans un hôpital, de voir ce que les gens font. J'ai de la peine pour eux. J'aurais jamais accepté qu'un de mes ouvriers travaille ainsi. Et si j'avais été, j'aurais jamais accepté de travailler comme soignant et j'aurais été le pire syndicaliste CGT de la planète. C'est clair. C'est intolérable. C'est-à-dire que les gens, comment dire, je vais essayer de le dire positivement, c'est pas facile. Hein. Ils font énormément de choses et la valeur ajoutée, ce qu'ils font est très faible par rapport à leur connaissance, leurs compétences et au but. Et ça, c'est un gaspillage épouvantable. On n'a pas le droit de gaspiller, mais c'est immoral. Hein. On n'a pas le droit de gaspiller le travail des gens. Ça, c'est pour avoir fait de la engineering pendant 25 ans, c'est un truc, ça m'arrache, excusez-moi, hein, ça vient du cœur, ça m'arrache les tripes. Et dans l'hôpital, aujourd'hui, alors, et il n'y a pas de volonté de s'améliorer. J'ai fait partie pendant 3 ans du Conseil économique et social de Boulogne-Billancourt et j'ai voulu donner une microscopique idée pour dégoulotter l'hôpital Ambroise Paré. Idée que je n'avais pas moi-même, hein, c'est des soignants de ville qui m'ont donné cette idée-là en disant nous, on pourrait participer. Ils avaient l'astuce. J'en ai parlé au niveau du conseil, au président du conseil. Et ils m'ont dit non, 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 on ne fera rien, on ne peut rien faire, c'est la France. Hallucinant. Alors qu'en face, vous traversez la Seine, dans l'hôpital Foch à Suresnes, on a mis le protocole qui va bien et les urgences sont beaucoup plus cool qu'à Ambroise Paré. Donc, il y a un problème. Alors là, je reviens sur les politiques et je reviens sur ce que tu disais sur les politiques. Les politiques, les maires impliqués comme patrons des hôpitaux,
c'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est bien évidemment pas bon. L'hôpital doit être géré par des gestionnaires qui sont formés pour. Alors, on revient sur l'histoire et je vais revenir sur l'intervention de Thomas. Dans l'intervention de Thomas, qui est le 20 septembre 2020, l'intervention fait apparaître un fameux plan qui s'appelle P4, je ne sais plus quoi, PNSE4, Plan National Santé Environnement. Et Thomas, à juste titre, Monsieur Thomas, pardon, Olivier, à juste titre, dit il existe. Et les dames qui sont en face, les députés, oui, disent mais ouais, mais on a fait auditer, c'est pas bon, etc., etc. Et en réalité, tout le monde a raison. Le plan existe, mais il y a 80 pages, des dizaines d'actions, mais il ne marchera jamais. Ça, je peux vous assurer qu'il marchera. Alors là, je ne veux pas ramener ma fraise sur le sujet parce que les conneries qui ont été faites dans ce plan, je les ai faites moi-même, sauf seulement je les ai faites il y a 40 ans. Depuis, je me suis un peu soigné. Les actions n'ont pas d'objectif, pas précis, ni chiffré, ni daté. Il n'y a pas de responsable de chacune des actions. Les indicateurs ne sont pas cohérents avec les actions et ne permettent pas de mesurer l'avancement des actions. Vous avez un plan de 80 pages et sur lequel, de toute façon, vous irez nulle part. Je vais me permettre de vous donner une petite anecdote qui m'a été… j'ai eu en formation en 1989. Pourquoi quelle règle utiliser sur un objectif dans une action? Alors, ce n'est pas de moi, c'est Luc Récy, c'est d'un cabinet qui s'appelle Le Moine. Le Moine, il s'appelait le monsieur qui disait ça. Il raconte l'histoire suivante, qui doit être là, qu'on doit avoir en tête chaque fois qu'on planifie une action, et c'est valable pour tout ce que vous êtes en train de faire d'ailleurs. Il raconte l'histoire suivante. C'est l'histoire du père blanc qui se trouve dans la jungle. Alors, vous savez, le père blanc, comme l'image d'Épinal, bien gras, bien dodu, et au fond de la savane, il voit arriver un lion efflanqué qui se précipite pour manger le père blanc. Et là, le père blanc, il s'agenouille, il dit, mon Dieu, donnez à ce lion des pensées chrétiennes. Et là, le miracle s'accomplit. Le lion s'arrête, s'agenouille sur ses grosses pattes, replie ses deux pattes d'avant, lève les yeux au ciel et dit, mon Dieu, bénissez le repas que je vais prendre. Il est important de bien définir l'objectif, sinon vous allez nulle part. Alors, là, c'est l'image que donne Le Moine il y a une vingtaine d'années. On va retrouver la même chose dans Sénèque. Hein, donc ça fait loin quand même, ça fait 2000 ans. Et Sénèque disait, le patron du bateau, capitaine du bateau qui part du port et qui ne sait pas exactement où il doit aller, à la première tempête, il reviendra. Et c'est ce qui se passe. Alors, le plan, là, c'est évident. Il faut le reprendre complètement. Et puis, à chaque action, alors en plus, il y a des endroits où il y a le comité de pilotage, il y a 2 pilotes. Je rappelle la parole de Clémenceau, pour prendre une décision, il faut être un nombre impair et 3, c'est trop. Vous ne pouvez pas avoir 2 pilotes à un plan. C'est impossible, ça ne marchera jamais. Alors, ce n'est pas compliqué, il faut revenir à des basiques. Donc, les basiques, une action, c'est un objectif, chiffré, daté, précis, un planning, et des indicateurs qui permettent de vérifier où on en est du planning et où on en est par rapport à l'objectif précis, et un responsable. Sur tout plan d'action qui seront là, que je vois sur le ministère de la Santé, etc., il ne faut pas mettre des services, des machins, des trucs. Mais il y a des gens, c'est des gens qui font l'action. Excusez-moi. Bon, je suis désolé, j'ai été désagréable et un peu long. Merci beaucoup. Non, c'était très intéressant. Je ne sais pas du coup si, Monsieur Thomas, vous vouliez rebondir sur ce que Monsieur Caron vient de nous dire. Le micro est-il allumé? Oui, pas forcément sur ce qui vient d'être dit, qui est très juste. Hein. Je ne vais pas revenir sur le PNSE4, tout ça, il n'y a pas de pilote, il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'indicateur. OK, on est d'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ce que c'est le PNSE4 Oui, alors le PNSE4, justement, c'est génial, le PNSE4 à la base. C'est le plan national santé-environnement, donc c'est-à-dire l'inventaire des actions qui ont un impact sur la santé, de l'environnement sur la santé ou du monde de la santé vers l'environnement. Donc c'est un programme absolument génial qui est décliné dans toutes les régions en PRSE, sauf que les actions des régions ne sont pas
mutualisé entre les différentes régions. Donc voilà, je ne veux pas monopoliser le temps là-dessus, mais c'est tellement pitoyable que c'en est une honte. Donc je vous ai envoyé le lien où j'ai été auditionné. Et ce qui est d'autant plus pitoyable, c'est qu'après 1h30 d'audition, 1h30 d'audition qui m'ont pris à peu près une semaine à préparer, derrière, il y avait je ne sais pas combien de députés, c'est-à-dire qu'il n'en est rien ressorti. Donc si vous vous amusez à l'écouter, rien. C'est-à-dire que je n'ai pas eu une question, un rendez-vous, une proposition de projet de loi. J'ai écrit des quantités de propositions de projet de loi pour faire en sorte qu'on n'ait enfin plus de perturbateurs endocriniens dans certains produits qui sont en vente libre partout dans les hôpitaux, les cliniques, les EHPAD et les crèches. Non, il n'y a pas de sujet. Olivier, je peux vous poser une question? Excusez-moi, Bruno. Excuse-moi, Bruno. Olivier, vous avez été directeur d'hôpital. Hein, c'est ça, hein? Oui, de clinique. Les gens, bon, moi, je côtoie beaucoup de directeurs d'hôpitaux. Il y en a plusieurs qui ont accepté d'être auditionnés. C'est souvent des gens très intelligents, qui ne demandent qu'à bien faire leur job avec les moyens qu'ils ont, et étant entendu qu'ils sont effectivement dans une logique de mission, quand même, avec une tutelle, etc., avec probablement des objectifs à atteindre, etc. Expliquez-moi pourquoi cette profession-là, à laquelle vous avez appartenu, à un moment donné, ne se révolte pas pour soulever les problèmes que vous soulevez aujourd'hui, puisque si nous, soignants qui sommes, entre guillemets, sur le terrain, en bas de l'échelle hiérarchique des établissements de santé, on le ressent, on le voit, on le constate, et que si vous, aujourd'hui, vous êtes capable de faire ce constat-là d'impuissance, pourquoi, vous voyez, comme moi, je suis juste un anesthésiste de bloc opératoire, hein, mais à un moment donné, ça m'énerve, et donc je le dis. Pourquoi les directeurs, eux, finalement, on ne les entend pas plus C'est simple, c'est super simple en fait. À mon avis, il y a deux raisons. C'est toujours trop simple de les réduire à deux raisons, mais je vous les donne. La première, un directeur d'hôpital est aux ordres de son ministre de tutelle. Voilà. Si vous l'ouvrez, vous êtes giclé et on va vous mettre à l'hôpital de Cayenne. Si vous ne l'ouvrez pas et que vous êtes bien gentil, vous allez avoir une direction d'un CHU dont vous êtes en train de piloter votre carrière. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. On peut le reprocher à personne. J'aurais adoré être directeur d'hôpital. J'ai pas pu, alors qu'on peut faire des ponts entre le privé et le public. Et j'aurais adoré pour tester les modalités de gestion du privé à l'hôpital. Et je suis sûr que ça aurait marché. Certains l'ont fait. J'avais le directeur de l'hôpital de Valenciennes qui a fait ça. Il a créé une dynamique d'hôpitaux magnétiques comme aux États-Unis. Il est en excédent, il fait des bénéfices et il a des salariés heureux. La deuxième raison, au-delà de cette problématique d'administration… Excusez-moi, Olivier, oui. Excusez-moi. Comment il est perçu, le directeur de Valenciennes? Parce que j'ai le sentiment qu'il dérange, en fait, quand même. Hein. Parce que moi, je les connais bien. Pas en interne. Il dérange pas en ses interne. Collègues. Ah oui, il dérange ses collègues. Non, mais en France, dès qu'on est un peu différent et innovant, on dérange tout le monde. On est dans le nivellement par le bas tous les jours dans notre pays. Donc oui, un type qui sort du lot, on va lui couper l'herbe sous le pied. Mais dans son hôpital, il est parfaitement perçu. C'est un type exceptionnel, il faut le cloner. Il y a une deuxième raison qui est très importante et que je veux vous placer parce que c'est vraiment le deuxième sujet que je veux pousser très fort aujourd'hui avec vous. C'est s'il n'y a qu'une décision à prendre dans la santé, c'est celle que je vais vous dire. Le problème de fond, c'est la formation initiale et continue des acteurs, de tous les acteurs. Là, on parle des directeurs. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de socle commun dans la formation des directeurs du public et du privé. En clair, on crée deux castes. On crée la caste du public, la caste du privé. Dans le privé, il n'y a pas besoin de diplôme pour diriger une clinique. N'importe quelle personne peut diriger une clinique, il faut le savoir. Il n'y a pas besoin de diplôme, ce qui n'est pas normal. Dans le public, il y a une formation faite exclusivement par l'EHESP qui intègre 0 sujet sur la santé environnementale, la toxicologie, la RSE, l'éco-conception des soins, l'économie de fonctionnalité, l'économie circulaire, bref, sur l'économie de demain. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc, ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que les directeurs d'hôpitaux qui sortent d'école aujourd'hui n'ont pas cette culture-là. On ne peut pas leur reprocher. On ne peut surtout pas leur reprocher. Ça veut dire que derrière, il faudrait un grand plan de formation continue où on foute tout le monde dans le même bateau, le public et le privé, pour qu'on leur crée un vocabulaire commun et des objectifs communs. Non, on ne fait pas ça. On continue de manière dogmatique tous les matins à opposer le secteur public et privé en donnant des règles différentes, en donnant des subventions différentes, en donnant des tarifs différents et en donnant des petits agréments différents aux uns et aux autres. Ça, c'est valable pour les directeurs d'établissement. Là, aujourd'hui, je vais vous dire où je suis. Je suis là en pause dans une école d'infirmière à Montpellier où je donne des cours bénévoles parce qu'il n'y a pas de budget. Je passe 4 heures aujourd'hui. J'ai passé hier 4 heures dans un autre IFSI
pour donner des cours bénévolement sur la santé environnementale, l'éco-conception des soins et la prévention de l'exposition aux perturbateurs endocriniens à des personnels qui n'ont pas ça au programme. Oui, je Non, mais sais, on c'est ce marche que sur la j'allais. tête. Olivier, c'est Non, ce mais que j'essayais de vous placer pour aller dans votre sens, hein. on marche Hier, sur on la a tête. fait, bien sûr, hier, on était avec des enseignants d'IFSI, etc. Et même dans le cadre des médecines de santé, effectivement, comme vous le dites, un peu comme pour les directeurs, on ne peut pas reprocher au personnel aujourd'hui de ne pas faire assez, parce qu'on ne les forme pas. Et hier, on était avec Philippe Perrin, qui est un éco-infirmier, vous devez peut-être le connaître, hein, Oui. qui est très investi, qui a créé l'IFSEN et un diplôme universitaire de santé environnementale. En fait, je lui demandais si les professionnels qui y allaient étaient financés, comme on est parfois financé des DU, et il me disait que souvent, ils n'étaient pas financés, hein. C'est encore pire que ça. Non, mais on est d'accord, c'est pas Donc là, il y a un vrai financé. sujet. Là, il y a un vrai sujet Ouais, d'amélioration. C'est clair. vraiment imposer cet item-là dans toutes les études des acteurs. On peut résumer comme ça, Olivier. Dans toutes les études des acteurs qui seront un jour impliqués de près ou de loin dans le soin. C'est ça. On a écrit un programme, nous, qui est très simple, qui est le basique. Et quand je vois le message, là, mais les infirmières n'ont pas de pouvoir sur place. Si. Je vais vous dire où il est le pouvoir. Le pouvoir, il est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de soignants partout dans le pays. C'est ce que je leur ai dit tout à l'heure en conclusion de ma matinée. Je leur ai dit, demain, quand vous allez postuler dans les établissements de santé, choisissez ceux qui sont axés sur la RSE, la santé environnementale, l'éco-conception des soins, la qualité de vie au travail, qui le prouvent. N'allez pas bosser chez les autres. C'est aussi simple que ça. Oui, demain, les établissements de santé ou les entreprises, quelle que soit l'entreprise, demain, et les jeunes générations l'ont intégré, vous avez des boîtes aujourd'hui comme Total qui ont du mal à recruter parce qu'ils n'ont pas de stratégie entre guillemets vertueuse. Et on peut même être vertueux chez Total, il n'y a aucun problème. Mais les gens, les acteurs, les organisations, entreprises, collectivités, associations, qui n'intègrent pas au cœur de leur stratégie, demain, la santé environnementale et la RSE ne pourront plus recruter. Donc quand on me dit « ouais, mais tout ça, ça coûte cher », c'est les conneries. Aujourd'hui, c'est un investissement et ne pas investir là-dessus, c'est ne pas avoir d'avenir, tout simplement. Donc, la formation des professionnels, initiale et continue, la sensibilisation des acteurs de terrain sur ces sujets doit être faite, financée au programme. Moi, ça fait 15 ans que je porte ça. Je n'ai pas d'interlocuteur. Aucun ne nous répond sur le sujet. Vous en avez aujourd'hui de très nombreux, 220 000. Bon, et Olivier, est-ce qu'on peut demander à Bruno comment il va former ses logisticiens, ses méthodologistes à l'éco-responsabilité? C'est ça qui est passionnant. Bien sûr. Je dois vous absenter, les filles. Vous prenez le relais, s'il vous plaît. Si vous prenez aujourd'hui une école d'ingénieurs de base, et je vous conseille, vous pouvez regarder sur YouTube les cours que sont donnés par Jean-Marc Jancovici à Polytechnique, aux Mines, les cours qui sont donnés par Arthur Keller à Centrale Supélec. Les étudiants qui sortent aujourd'hui des écoles sont, je dirais, en termes de connaissances en écologie, beaucoup plus écologues que tous les écologistes politiques existants dans l'Hexagone. Moi, j'ai des neveux, des filleuls, etc. Alors maintenant, il faut dire filleuls, enfin bon. Ces jeunes ingénieurs, ils sont, si vous voulez, bien sûr, qui ne rentreront pas chez Total, n'ayez crainte, il n'y a aucun problème. Ils connaissent nettement mieux et ils ont une vision nettement plus, je dirais, globale du problème environnemental que les plus excités des écologistes aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on ne s'occupe que du carbone. Hein. Oui. Hein, le carbone. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas s'occuper du carbone. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Mais si vous écoutez n'importe quel cours qui est donné aujourd'hui dans une école d'ingénieurs, on vous dira que le carbone, c'est un huitième, alors suivant les profs, un huitième ou un neuvième du problème. Ce qui est beaucoup plus... Là vous avez... Si vous avez envie d'avoir peur, écoutez le dernier... Ils ont mis sur YouTube le cours de deuxième année de Keller, tout au moins la première partie, il y a 3 heures. Si vous voulez vous mettre à jour sur le problème environnemental sur cette planète, c'est un bon début. Ce n'est que son cours de base. Hein. Après, il décline. Hein, mais... Donc, les jeunes ingénieurs, je veux dire par là, ne vous inquiétez pas, eux, ils connaissent mieux les contraintes environnementales que la logistique. Ils apprendront la logistique. D'accord? La logistique s'apprend. Hein. Et les méthodes s'apprennent aussi.
c'est une question d'expérience. Mais aujourd'hui, il suffit si on ne récupère pas, là je vais faire un truc dans l'autre sens, si on ne récupère pas les ingénieurs qui sortent des écoles aujourd'hui en France, ouais. mais ils s'en vont. Au niveau de ma famille, 75% des ingénieurs sont partis. Alors, excusez-moi de vous couper. Les murs, ils ne sont pas aussi, si vous voulez, ils n'ont pas la capacité, comme Olivier, à essayer de bouger les murs. Ils n'en ont pas l'expérience. Ils ont pris 2-3 claques, ils sont partis. Parce qu'il y a des pays où, si vous allez en Nouvelle-Zélande, ce n'est pas la même approche éco-environnementale. Il y a des pays sur la planète où ce n'est pas la même approche. Donc, c'est un vrai sujet. C'est un autre sujet, hein, mais c'est un vrai sujet d'arriver à trouver que les jeunes compétences, notamment dans ces métiers techniques, et énormément dévalorisés par les gouvernements successifs depuis 40 ans, qu'ils soient de gauche, de droite, etc. Comment on conserve ces gens-là? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse, hein, malheureusement. Je ne peux que les observer partout. Est-ce qu'une fois de plus, on serait dans des valorisations salariales importantes pour les attirer dans nos structures hospitalières? Tout simplement, s'il y avait une vraie volonté, on pourrait… Alors, il est vrai qu'il y a un écart très important entre… Il est colossal. Hein, je prends deux de mes nièces qui ont fait la même école d'ingénieur en France. Une qui est à San Francisco, l'autre qui est au Val d'Oise. Bon, le rapport est de 1 à 10. Hein. C'est vrai. Maintenant, les jeunes ingénieurs, ils ne sont pas très… C'est comme ça. Mais vous demanderiez à la première, celle qui est à San Francisco, à venir travailler dans une structure où elle est de la liberté, etc. Parce qu'à côté du fait qu'elle gagne beaucoup d'argent, elle passe ses week-ends à développer des systèmes d'intelligence artificielle pour les handicapés, bénévolement. Donc, vous voyez, c'est pas forcément, ils n'ont pas forcément le même rapport avec l'argent que nous, les vieux. D'accord? Donc, ça, bien sûr. Il ne faudrait plus que ce soit un problème, en fait. Voilà, on règle le problème de l'argent et on fait venir les compétences pour ce qu'elles sont. Oui, c'est pas forcément un problème. Si réellement, sauf que, si vous voulez, dans une société à San Francisco, j'ai suivi sa carrière ces 10 dernières années, le patronat est nettement moins stupide que chez nous. Sa sœur, en France, elle a été soi-disant dans les startups je ne vais pas nommer les gens, célèbres chefs de start-up valorisés par les gens en place actuellement. Oui, sauf qu'on est traité comme on traite les infirmières. Voilà. Je pense que ça parle à certains ou certaines d'entre vous. Pareil. Sauf que, bon, sauf que c'est une population beaucoup plus fluide, un peu flexible, elle a moins d'attaches et c'est sûr que, bon, vous allez demander, je vois, j'ai un autre Antillais qui est parti au Canada et c'est sûr qu'on lui a proposé un travail de recherche avec des libertés qu'on n'a pas ici en France, quoi. Oui, c'est même pas une question d'argent, ils ne gagnent pas plus, pas forcément au Canada plus qu'ici, ce n'est pas le sujet. Mais c'est vraiment un problème d'état d'esprit. Hein. Et mes anciens camarades du MEDEF, ils ne veulent pas s'en rendre compte, mais c'est vrai. C'est très difficile, il y a besoin, alors c'est vrai, je ne suis pas bien placé, je fais partie des ingénieurs un peu défroqués qui étaient à côté de la plaque, oui, j'ai travaillé que dans des questions extrêmes. Donc, quand tout le monde était passé sur une usine et l'avait complètement démolie et que tous les grands chefs diplômés étaient passés, on appelle le petit ingénieur de province pour essayer de récupérer le truc. Donc, c'est vrai que je ne me suis pas fait ni aimer, ni d'autre part, ça m'a un peu formaté différemment le cerveau. Je reconnais, je ne suis pas objectif. Mais il faut quand même reconnaître les résultats. Justement, Bruno Caron, là, vous êtes là pour ça aussi, fort de toute cette expérience. Il nous faut des propositions, il nous faut des débuts de solutions. Comment on amorce le changement, concrètement? Il faut prendre des choses simples. D'abord, il faut partir et on peut partir de ce qui a été fait. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Olivier le 20 septembre 2020. Il y a une multitude de propositions. Il y a une multitude d'idées.
Elles ont besoin d'être formatées de manière à ce qu'il y ait un succès sur chacun de ces idées. Le problème, il a raison, Olivier, quand il dit que le problème, c'est l'État. Mais c'est même le fonctionnaire d'État. Vous ne pouvez pas reprocher à un fonctionnaire d'État de ne pas être formé à la manière dont on prend une action en compte. Ils ne savent pas. Nous, on a été formés. Moi, je ne savais pas, il y a 40 ans, bardé de mon diplôme d'ingénieur, je ne savais pas comment on mène une action concrète sur le terrain. Je ne savais pas. J'ai appris. Est-ce que je vais vachement en bas. Hein. Est-ce que je peux vous poser 3 questions avant qu'on prenne les questions de la salle? Oui. La première question, c'est est-ce que vous accepteriez l'idée qu'on double cette session, c'est-à-dire qu'on reprogramme une date parce que c'est tellement passionnant, pragmatique et opérationnel dans l'idée que moi, je ne peux pas accepter l'idée de s'arrêter là assez vite maintenant, en quelques minutes, tellement c'est passionnant. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est est-ce que vous pensez que l'action que nous, on mène en ce moment, hein, dans l'obsession de l'efficience, Olivier et Bruno, est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui peut servir et inciter les politiques à tendre l'oreille? Et j'avais une 3e question qui va me revenir. Donc, 2 questions. Est-ce qu'on pourra refaire une session? Et deuxième, est-ce que vous pensez que notre démarche peut être utile? En ce qui me concerne, oui, avec plaisir. Je vous l'ai déjà dit à ceux qui m'ont appelé, je suis à dispo, il n'y a pas de problème. Sur la deuxième question, je pense que ce qu'il nous faut inventer, c'est un terme que j'appelle le lobbying éthique. Et ça n'existe pas. C'est ma réponse à la deuxième question. C'est-à-dire qu'on est face à des lobbies très puissants dans notre pays. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a beaucoup de problèmes liés aux lobbies du plastique, à des lobbies de la chimie, à des lobbies sur des nanoparticules. Voilà, les quantités de lobbies qu'il faut qu'on est obligé d'aujourd'hui d'acheter, de consommer des produits dangereux et de les faire promouvoir par l'hôpital. En face, nous n'avons pas un lobbying éthique qui fasse des propositions dans l'intérêt général. Donc oui, continuer ce travail pour faire des propositions sur le long terme, pour réduire les risques et les expositions, oui. Parce que, Olivier, il existe quand même des ONG en France, type Green Cross, pour celles que je connais bien. Il y a quand même pas rien. Il y a quand même des gens qui portent ces messages-là. Il y a Stéphane Linou, qui est un ultra spécialiste de l'alimentation. On discute avec des gens passionnants. Et en fait aussi, Olivier, excusez-moi, mais vous savez que quand moi je présente le système de santé aujourd'hui, je le présente sous 3 axes: bouclier sanitaire, suppression des indicateurs économiques qui détruisent le système, et 3, santé, entité qui garantit le lien social entre nous tous et qui préserve les écosystèmes. C'est quand même une idée qui est vachement bankable sur le papier. Un mec un peu intelligent, en l'occurrence, on a un président qui est manifestement reconnu comme tous intelligents, mais n'importe quel mec un peu supérieur, il a, avec cet item-là, santé, vu les enjeux caniculaires qui nous attendent, les enjeux climatiques, les enjeux indispensables que Jean Covici nous explique très bien, que d'autres ingénieurs nous expliquent très bien, vu l'urgence dans laquelle on est, inscrire la santé dans cette thématique-là et apporter ça à la population en grand message de prévention. Pourquoi, Olivier et Bruno, ce n'est pas bankable aujourd'hui? C'est parce que réellement, donc, on doit se résoudre à l'idée que c'est la finance qui dirige le monde et il n'y a que ça qui compte? Non, c'est pas ça. Je peux répondre. Alors, je vais répondre aux 2 questions. La première question, c'est oui, bien sûr, hein, quand vous voulez. La deuxième question, c'est la deuxième question. Jean Covici a fait la réponse. Il a dit, on lui a posé la question, est-ce que le travail qu'on a fait avec le Shift Project et le PTFE, ça va être utile? Et la question a été posée, est-ce que les candidats vont le prendre en compte, etc., pour la prochaine législature? Et Jean Covici a répondu non, c'est pour le prochain coup. C'est-à-dire, c'est pour la prochaine crise. Et je pense qu'aujourd'hui, le problème, pour connaître un peu la réaction de dirigeants, par rapport au système en crise, le système de santé n'est pas, excusez-moi, je vais être dur, mais je vous dis comme je le pense, hein, n'est pas assez en crise pour qu'il y ait un sursaut. Je vous le dis, mais non, mais ça se voit aux réactions, si vous voulez. Ça se voit aux réactions des politiques. Je les ai vécues dans d'autres sens. Si vous voulez, je n'ai pas l'expérience de la santé du tout, mais j'ai l'expérience de la crise. Et on voit que les gens changent de vision à un moment. Il y a un point de rupture. Les gens qui dirigent, hein, les grands chefs, hein, ils changent de vision à un moment. Et ce moment-là, il n'est pas arrivé.
Oui, mais vous avez raison, Bruno. Il y a des grands scientifiques en ce moment qui disent s'il n'y a pas une 6e crise, une 6e vague, rien ne changera. Alors, moi, je vais vous rassurer, dans les 5 à 10 ans, il y aura une 6e crise et il y aura une 6e vague. Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas si c'est dans 5 ans ou dans 10 ans, mais de toute façon, il y a 40 ans, j'ai fait participer à un groupe de travail un peu confidentiel dans une multinationale où on a travaillé sur ce sujet. Moi, j'étais que l'ingénieur de base, donc je n'ai pas suivi tous les calculs. La seule chose que je sais, c'est que les gens, les docteurs en physique qui travaillaient à cette époque-là, ils se sont trompés. Ce qui se passe aujourd'hui en 2020 et 2030, ils l'avaient prévu entre 2050 et 2060. Donc, je peux vous dire que vraisemblablement, ce que dit Greta Thunberg est faux, la situation est nettement pire. Et donc, si on regarde bien les lois de la physique, la loi de Le Chatelier, donc ça, c'est la loi de Chatelier, c'est fin 19e siècle, qui dit que dans un système fermé qui dérive, il va toujours tendre à revenir à l'équilibre, elle va s'appliquer assez vite. D'accord ? D'où la nécessité du travail que vous faites, parce que tout ce que l'on peut faire. Alors, moi, j'aurais tendance à dire, mais c'est complémentaire avec ce que dit Olivier, j'aurais tendance à dire il y a des trucs qu'il faut prendre par le bas. Il y a des actions qu'on peut faire, les micro-actions, quand on sauvait une usine, l'idée quelques personnes m'ont appris ça, c'était le plan des 1000 actions, c'est-à-dire avec tout le monde, qu'est-ce qu'on peut faire basiquement ? Il y a des actions qu'on peut sûrement faire basiquement. Je ne sais pas dans la santé, je ne connais pas votre métier, mais il y a sûrement, avec les gens, au niveau de la base, des micro-actions qu'on peut faire. Et après, on les fédère et on fait le plan à l'envers. Alors, c'est l'inverse. Moi, dans la gestion de crise, je préfère les plans bottom-up au plan top-down. Et après, on fédère les micro-actions pour en faire un plan général. Et quand on fait ça, on ne fait plus la connerie qu'on a sur le plan au niveau conceptuel. On ne fait plus les erreurs, puisqu'on est parti des idées de base. C'est un peu ce que vous faites, il faudrait le redévelopper, mais il y a les deux, il faut le prendre par ce que dit Olivier, et puis par en dessous, une sorte de pince, d'effet de pince. Et de toute façon, ça ne sera pas utile tout de suite, ne vous faites pas d'illusions, mais on plante pour la prochaine crise. Olivier, si vous pouvez répondre aussi à ma question, pourquoi ce n'est pas plus bankable que ça? Pourquoi on ne s'approprie pas ça? Si vous pouvez essayer de répondre en 3-4 minutes, comme ça on a encore un petit peu de temps pour prendre quelques questions de la salle. Je vais vous décevoir, je ne peux pas y répondre. Je n'en sais rien. Ça fait 15 ans que je cherche, 20 ans que je cherche pourquoi ce n'est pas bankable, alors que je suis sûr qu'on a raison et que voilà, je pense que ça vient de la haute fonction publique en fait. Notre problème, c'est la haute fonction publique en France qui n'est pas consciente de ces sujets-là, qui a tout pouvoir, qui a tout budget, qui n'a pas de contradiction. C'est-à-dire que les Gilets jaunes qui étaient très excités il y a quelques mois, ils auraient dû s'exciter contre la haute fonction publique. Alors quand je dis ça, je me fous tout le monde à dos. Hein. On est bien d'accord. Hein. Mais aujourd'hui, quand on est face à une haute fonction publique… Ils n'ont pas la formation. Oui, mais ce sont ceux qui décident. Il n'a pas la formation. Pourquoi le président fait appel aux sociétés américaines de conseil? Parce qu'il ressent bien qu'il y a un truc qui manque. Moi, je ne suis pas pour la suppression de l'ENA, je suis pour qu'on double le cursus et qu'on introduise des notions de compétences à la fois en méthodologie, en logistique, en neurosciences, en PNL, en sémantique générale, des notions qui sont utiles dans des sociétés complexes comme la nôtre. Ils ne l'ont pas. Ça se voit quand je vois le papier. Ils ont fait un petit stage. Alors, je vois pourquoi ils ont fait un petit stage de gestion de projet. Parce que toutes les actions commencent par un infinitif. Alors, c'est écrit dans les livres. Quand vous mettez une action, il faut commencer par le verbe à l'infinitif. Donc, je vois bien. Puis, on leur dit, il faut que vous mettiez un objectif. Seulement ça, on leur a oublié de leur dire comment il fallait qu'il soit l'objectif. Ils n'ont pas la forme. Et c'est beaucoup plus grave que ce que vous dites, hein, Olivier. Bon, écoutez, Bruno, il faut qu'on finisse avec un message positif. Alors, même s'ils n'ont pas la formation, nous, on peut humblement, en tout cas, être une expression de ce qu'on ressent sur le terrain et des enjeux que l'on perçoit à la lecture et à l'audition de ces sessions-là d'experts et porter un peu le message. Bruno, il faut absolument… C'est pas négatif ce que je dis. Il y a un potentiel énorme. J'ai compris. Non, j'ai compris. Ouais. Mais tu me casses le moral quand même, Bruno. Je te le dis, tu me casses pas le moral. Il faut pas se voiler la face.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Désagréable, hein. Le gestionnaire de crise, il est désagréable. Mais c'est normal. Mais oui. c'est un flux, c'est fantastique. C'est pareil, tu regardes les députés, les dames là, qui étaient députées, qui ont interrogé Olivier. Les techniques d'analyse de problèmes et de résolution de problèmes, elles ne sont pas formées. Je sais bien. Je ne devrais pas le dire. L'envoyer à Italo Primus, non, le texte de la conférence, il va faire des bons. Hein. Ils ne sont pas formés. Non, mais je devrais pas le dire ici parce que on a été heureux dans le cadre du collectif d'être en contact et en interface avec beaucoup de députés, parfois soignants, parfois impliqués dans la santé. On a eu beaucoup d'écoute, y compris dans le camp de la République en marche. Hein, et j'avoue que j'ai parfois eu un peu peur de me rendre compte que et Dieu sait qu'on ne peut pas être expert sur tous les sujets, mais de me rendre compte à quel point le sujet santé n'est pas maîtrisé suffisamment dans sa globalité. Moi, vous savez, quand j'ai lancé le collectif, je partais du principe qu'il manquait une structure à côté du ministère pour donner les bons messages. Alors, c'est très ambitieux, c'est très boulard, je ne suis pas du tout humble. Mais plus ça va et plus on fait les auditions du vrai Ségur de la santé, plus je suis persuadé qu'il leur manque un pense-bête des choses à faire indispensables qui ne bougeraient pas dans le temps, un peu comme les hauts fonctionnaires. Les filles, est-ce qu'il y a des questions? Oui. C'est moi ou il y a quelqu'un d'autre? Non, vas-y. Bon, alors les questions, j'en ai retenu 3. Je voulais juste répondre sur la question de comment faire. Aujourd'hui, on fait avec un vivier soignant ultra fatigué et qu'il y a un excellent… J'entends pas. Ça a coupé, Christelle. Coupe ta vidéo. Bon, l'autre Christelle, est-ce qu'il y a des questions? Ah, pardon. T'es revenue, Christelle? Oui, donc juste pour dire que la fatigue pouvait devenir un élément fédérateur pour pouvoir être résilient dans le système. Donc, il y avait une question sur y a-t-il la possibilité de chiffrer les coûts des soins qui pourraient être économisés pour montrer la rentabilité d'un projet dans une structure hospitalière? Tu veux dire finalement de la pharmacoéconomie, comme on fait des études coût-économie, investissement dans une mesure, ce qu'on va récupérer après. Ça, je ne sais pas. Olivier peut peut-être nous dire ça. Oui. J'ai rallumé ma caméra, donc dites-moi si ça coupe à nouveau. Oui, j'ai les 2 réponses à ça. Oui, il existe des méthodologies de calcul du coût de production d'un acte. Pardon, c'est pas joli, mais on sait le faire. Et ça a été fait lors de la mise en place de la T2A en France. On s'est aperçu que à peu près 80% des actes étaient payés sous le coût de production dans notre pays, aussi bien dans le public que dans le privé, d'où l'inéluctable ajout de factures de téléphone, de télé, de chambres particulières pour les patients, parce que sinon, il n'y a pas un hôpital de France, si on lui enlève sa chambre particulière, qui peut arriver à l'équilibre s'il n'y a pas la vente de la chambre particulière. Donc, on ne paye pas les actes au coût de production, c'est-à-dire que c'est de la vente à perte, c'est interdit en Europe. Donc ça, oui, on sait le faire, c'est tout à fait possible. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, le sujet sur lequel je milite depuis quelques années, c'est la création d'un logiciel, et je l'ai proposé à la DGOS, au ministère de la Santé, il y a quelques mois, d'éco-conception des soins. C'est le sujet qui me passionne, ça passionne beaucoup de gens, sauf qu'il n'y a pas le modèle économique aujourd'hui. On est en capacité de créer un outil qui vous permet, vous avez 3 techniques de chirurgie de la prostate, et vous rentrez les dispositifs, le temps, soit vous le faites, soit on le fait, les déchets générés, la provenance des matières, le transport. Voilà, vous faites tout ça, je peux vous envoyer ces études, elles sont passionnantes. Et au final, vous apercevoir qu'il y a un geste, une méthode, une technique qui est moins impactante pour l'environnement, la santé, l'environnement, pour la biodiversité. Mais cet outil n'existe pas, il faut le créer. Voilà. Et le jour où on l'aura créé, on sera capable de faire l'éco-conception sur tout le territoire. Ceux qui l'ont testé, j'ai une question. Ceux qui l'ont testé ont réduit de 30%. D'accord. Écoute bien ce chiffre, le gaspillage, les déchets générés, le temps passé, la quantité de produits utilisés. 1 tiers. J'ai une question hyper provoque. Je suis le PDG d'Orpea et de Corian. Je veux me racheter de toute la merde que j'ai fait dans les EHPAD et de tout le malheur que j'ai apporté dans les EHPAD, en manque de gants de toilette, en manque de repas, de ce que j'ai fait sur des patients fragiles. Je veux me racheter parce que j'estime que voilà. Et j'ai des milliards. Moi, Olivier Thomas, je suis prêt à investir des milliards dans votre logiciel d'éco-conception et de vous aider à vampiriser l'hôpital public. Donc, en fait, la vraie question, c'est, Olivier, demain, est-ce que la contribution du privé
ne devrait pas être acceptée si elle se présentait pour booster ces thématiques-là. Attention, je ne veux pas privatiser la santé, hein, bien évidemment. Mais si le privé peut être un accélérateur de particules, qu'est-ce qu'Olivier Thomas y répondrait à ça? Parce qu'on sait que dans le privé, il y a du pognon quand même. Donc, qu'est-ce qui répondrait, Olivier, à ça? Il n'y a pas plus de pognon dans le privé qu'à l'hôpital public. Attention à ce genre de dogme. L'hôpital public aujourd'hui a un coût de tarification à l'activité qui est supérieur en moyenne de 15% au privé. Donc, le dogme français qui dit que le privé, c'est plein de pognon à but lucratif et que le public, c'est associatif et que c'est voué à sauver l'humanité, est faux. Donc ça, c'est un dogme duquel il faut sortir. C'est pour ça que je dis qu'il faut un socle commun de formation identique pour tous les acteurs et qu'il faut une tarification commune entre les acteurs du public et du privé. En ce qui concerne Orpea, la solution, et je leur ai déjà envoyé un mail pour leur dire, mais là, ils sont un peu dans le jus, c'est de se transformer en société à mission, une clé majeure, la société à mission, pour sortir de la société à seul but lucratif et de rentrer dans des dynamiques du type très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale. S'ils avaient fait ça, ils n'auraient pas pu arriver à une telle situation. Je suis d'accord avec vous. Une autre question, les filles, et puis après, on laissera Bruno réagir. Oui, vas-y, Bruno. Je ne sais pas faire comme Olivier. Il y a un protocole pour essayer de faire un calcul d'optimisation de coûts. C'est de prendre une unité pilote et d'y mettre le nombre de méthodistes et de logisticiens qu'il faut pendant 6 mois, avec un budget quasiment infini. Le sujet n'est pas là. Et puis, de tout verrouiller, de tout voir, tous les flux, etc. Et après, on fait les calculs, on regarde ce qu'il y a en moins, etc. Et à laboratoire. Une organisation type d'un hôpital. Alors, il faut prendre c'est ce qu'appelle en automobile, on appelle ça la model line. Hein. Bon, c'est pas mal. Il y en a plein. Il y en a plein qui font des choses formidables. Il y en a plein, sauf qu'il n'y a pas d'interlocuteur dans les ministères. On n'a pas d'interlocuteur. Quand on identifie une bonne pratique, je vous en donne une. Il y a de l'or, du platine et de l'iridium. Je peux faire le malin avec ça parce que je viens de le découvrir. L'iridium, c'est 4 fois la valeur du platine. C'est un métal précieux qui vient des météorites. C'est l'univers qui nous envoie l'iridium. Eh bien, nous, dans les dispositifs utilisés par nos toubibs, du fait qu'on ne sait pas où le mettre et qu'on ne sait même pas qu'il y a ces métaux précieux, on le fout dans les dasseries et c'est incinéré. C'est-à-dire que dans nos hôpitaux, on incinère du platine, de l'or et de l'iridium. On incinère aussi du verre médicamenteux. Il n'existe pas de filière du verre médicamenteux dans le pays. C'est du délire. On le propose au ministère, on n'a pas de réponse. Donc, notre seul problème, il n'y en a qu'un. Sur le terrain, tout est fait, tout est bien fait. Il y a des expérimentations géniales et on sait mutualiser les bonnes pratiques. Notre seul problème, c'est que sur ces sujets-là, nous n'avons aucun interlocuteur. Alors, il faut remonter, il faut reprendre. Je trouve que c'est l'idée. Bruno, très vite, parce qu'on a fini et on prolongera dans la deuxième session. Mais finis ta phrase, Bruno, finis ta phrase. C'est le levain pour arriver à remonter l'opération bottom-up. Et donc, c'est ça la proposition qui est importante, c'est qu'est-ce qu'on met comme filière organisationnelle pour remonter l'ensemble des actions pour faire la boucle. Et il faut peut-être se réfléchir à une proposition un peu plus rapide, plus concrète. Écoutez, on a posé des bases sérieuses. Il me tarde Audrey, qui est une des grandes organisatrices du Ségur de la santé, vous proposera des dates. Ce sera forcément en fin d'après-midi, puisque les créneaux du midi sont pris jusqu'à fin mars, il me semble. Mais il faut absolument qu'on poursuive cela, parce que en plus, vous avez un regard tellement pragmatique, efficient, que on a le sentiment que ces idées qu'il fourmille. Bon, et Olivier Thomas, quand même, vous pourriez être ministre de la Santé. Hein. Vous faites pas d'efforts, hein. Parce que là, voilà. Bon, après, moi, je veux bien vous booster. Hein. En communication, je suis fort. On était chez Morandini tout à l'heure, je suis fort. Donc, mais c'était passionnant. Bruno et Olivier, merci. On conclut pour respecter les horaires. Merci à la logistique, aux modératrices, aux scribes. Merci à Audrey et à Myriam qui avaient créé le lien, qui a tout le monde organisé. C'était super. À très vite. Attention aujourd'hui, piège, session à 17h. Comment organiser les territoires? Une session passionnante avec un directeur de clinique, Frédéric Dussard, et un député de la majorité, Patrick Vignal, très investi dans l'organisation du soin des territoires et qui accepte l'idée de venir dans le vrai Ségur de la santé parce qu'on n'est pas un organe de contestation, voilà. On est un laboratoire d'idées et on veut aider tout le monde à faire mieux que ce qu'on fait. Voilà, à plus, à tout à l'heure, rendez-vous à 17h. Salut, ce ne sera pas le même lien, attention, piège, ce ne sera pas le même lien, donc on va communiquer. Merci à tous les deux, c'était absolument passionnant. Merci. Ça avance ça. Merci beaucoup.